On commence ce matin en allant très très loin et en voyant très très grand avec Stéphanie Escoffier, qui est directrice de recherche au CNRS, qui travaille au Centre de physique des particules de Marseille. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'univers dans son ensemble. Et elle travaille avec des grands relevés spectroscopiques des galaxies et, pour étudier la distribution des galaxies et entre autres les vides entre les galaxies. Et ces vides, c'est ce qui l'intéresse. C'est donc, comme le titre de sa conférence le dit, les vides cosmiques comme nouvelles sondes cosmologiques avec Euclide. Est-ce que l'univers est euclidien? Ça, on verra plus tard. À vous, Stéphanie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, donc je vais vous parler des vides cosmiques comme nouvelles sondes cosmologiques avec Euclide. Et mon objectif, c'est que ce soir ou un autre jour, quand vous discutiez avec des amis ou votre famille, que vous sachiez leur expliquer ce que c'est que la cosmologie, ce que c'est qu'un vide cosmique et en quoi consiste la mission Euclide. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais vous donner quelques notions de distance, et puis je vous présenterai le modèle standard de la cosmologie. Je vous présenterai les grandes structures de l'univers et vous introduirai les vides cosmiques et comment on utilise ces vides cosmiques comme sonde pour contraindre les paramètres cosmologiques de notre univers. Et puis je vous présenterai la mission Euclide avant de conclure. Donc quelques notions de distance. Quand on observe l'univers, en fait ce qu'on observe, voilà, c'est plein d'objets célestes, ce sont des galaxies, des étoiles. Et la question qu'aujourd'hui je vous pose, c'est qu'est-ce que c'est que la cosmologie ? Alors la cosmologie, il y a une question de distance. Donc la première chose, c'est, voilà, si je vous dis, mais à partir de quelle distance on parle de cosmologie ? Je pourrais vous dire, c'est rien avant 15 milliards de kilomètres. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que 15 milliards de kilomètres ? Alors revenons un petit peu sur Terre, voilà, nous sommes là. Et si maintenant je compare la taille de la Terre par rapport au Soleil, voilà, on est vraiment tout petit. Et donc nous sommes ici, et le Soleil a une taille caractéristique de 700 000 km. Et donc là, je vous représentais le système solaire, donc avec les 4 planètes telluriques et les 4 planètes géantes. Et sous ce système solaire, dans sa globalité, la taille typique du système solaire, c'est 15 milliards de kilomètres. Alors, comme en cosmologie, on commence à avoir des distances très très grandes. Du coup, on utilise la propriété que la vitesse de la lumière est finie et sa vitesse est de 300 000 km par seconde. Et donc, on va convertir nos distances de kilomètres en années-lumière ou heures-lumière. Donc, typiquement ici, 15 milliards de kilomètres, ça veut dire que la lumière met 20 heures pour parcourir d'un bout à l'autre notre système solaire. Mais notre système solaire, il est inclus dans un voisinage interstellaire. Et ce voisinage, donc on a le Soleil ici en petit rouge. Et ce voisinage interstellaire, les distances typiques, c'est 150 années-lumière. Ce voisinage interstellaire des étoiles qui sont à côté de nous, en fait, on est dans notre galaxie, on est dans la Voie lactée. Et donc, cette Voie lactée, c'est un disque de matière qui a une distance typique de 150 000 années-lumière. Et dans notre galaxie, on a à peu près 200 milliards d'étoiles. Alors, notre galaxie, le temps qu'on met pour parcourir, par exemple, le tour de notre galaxie, on met à peu près 250 millions d'années pour faire un tour complet. Donc, c'est-à-dire que là où on était il y a 250 millions d'années, c'est à peu près quand vivaient les dinosaures. Et on peut voir cette galaxie, c'est vraiment un plan galactique. On peut le voir si on est sur Terre avec une belle nuit étoilée. On voit effectivement le plan galactique ici, là, et où il y a toute la majorité des étoiles de notre galaxie. Alors notre galaxie, en fait, elle est dans un voisinage, ce qu'on appelle le groupe local, et la première galaxie la plus proche, c'est la galaxie d'Andromède, M31, qui est située à une distance de 2,5 millions d'années-lumière. Alors, en fait, en astronomie, on pourrait utiliser les années-lumière, mais il y a une unité qu'on aime bien, et dont je vous parlerai par la suite, ce qu'on appelle le parsec. Le parsec, c'est juste 3,26 années-lumière. Mais du coup, 2,5 millions d'années-lumière, c'est à peu près 0,8 mégaparsec. Donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que la galaxie la plus proche de nous, elle est à peu près à 1 mégaparsec. Et c'est une distance typique entre galaxies. Enfin, c'est la distance la minimum entre galaxies. Ce groupe local, il est inclus dans le superamas de la Vierge. Et donc là, on est sur des distances de 200 millions d'années-lumière, ou 65 mégaparsecs. Et vous voyez qu'à partir de cette échelle, on commence à avoir des structures qui se forment. Donc on a des filaments. Et puis on va avoir apparaître
ce qu'on appelle les vides cosmiques, c'est-à-dire des régions qui sont plus vides, où il y a moins de galaxies que les régions de filaments et de nœuds de matière. Donc par exemple, il y a ici le superamas, donc il y a la région de l'Anikea, qui veut dire horizon céleste immense en hawaïen. Et donc typiquement, voilà, on voit encore mieux les structures. Et là, on est sur des échelles de 500 millions d'années-lumière. Donc tout à l'heure, je vous ai dit rien avant 15 milliards de kilomètres, mais maintenant vous savez que 15 milliards de kilomètres, c'est juste la distance typique de notre système solaire. En fait, quand on fait de la cosmologie, c'est rien avant 1 mégaparsec, c'est-à-dire 30 millions de milliards de kilomètres. Alors, notre univers, il est immense, oui, il est énorme. Mais il est énorme comment? Il est juste énorme. D'après les dernières observations de Hubble, on aurait à peu près 2000 milliards de galaxies dans notre univers, qui chacune contiennent à peu près 100 milliards d'étoiles. Donc, on s'attend à ce que dans notre univers observable, on ait 200 000 milliards d'étoiles. Et évidemment, autant de planètes. Et en plus, tout notre système, en fait, on se déplace à grande vitesse. Donc, dans notre système solaire, la Terre tourne autour du Soleil à 100 000 km/h. Mais dans la galaxie, je vous ai montré qu'on a aussi une vitesse de déplacement et on se déplace à peu près à 850 000 km/h. Dans l'univers local, la Voie lactée se rapproche de la galaxie d'Andromède et en fait, on sait qu'on fonce vers elle à une vitesse de 400 km/h et qu'on va fusionner avec elle d'ici 3 à 4 milliards d'années. Et dans l'univers, notre amas de galaxies se déplace tout aussi relativement par rapport aux autres, et on se déplace du fait de l'expansion à 2,3 millions de km/h, soit 630 km par seconde, en direction de l'amas de galaxies de la Vierge, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc en résumé, qu'est-ce que c'est que la cosmologie? Il y a 100 ans, notre description de l'univers était assez simple. Il était éternel, statique, et en fait formé juste d'une seule galaxie qui contenait quelques milliers d'étoiles. Aujourd'hui, notre description de l'univers, c'est qu'il est âgé de 14 milliards d'années, qu'il est actuellement dans une phase d'expansion accélérée, et que la matière, qu'on appelle ordinaire, comme les 200 000 milliards d'étoiles, et j'y ajoute les nuages d'hydrogène, ça ne représente que 5% du contenu de notre univers. Donc la cosmologie, c'est la science qui essaye de décrire l'univers, de comprendre comment il s'est formé, et d'en déduire comment il évolue avec le temps. Donc ça me permet d'introduire maintenant le modèle standard de la cosmologie. Einstein publie en 1915 la relativité générale comme description de l'espace-temps. En 1929, Hubble et Lemaitre démontrent que les galaxies s'éloignent de nous. En 1933, Fritz Zwicky découvre la matière noire. En 1948, il y a la naissance du modèle standard de la cosmologie, c'est-à-dire le Big Bang et tout ce que je vais vous décrire juste maintenant. Et en 1998, on met la mise en évidence de l'énergie noire. Donc en fait, pour construire ce modèle cosmologique, il nous faut quelques ingrédients. Les ingrédients, le premier ingrédient, c'est la théorie de la relativité générale proposée en 1915. Le principe, c'est que la gravitation se manifeste par la courbure de l'espace-temps. Donc par exemple ici, on a l'animation. On voit que la matière indique à l'espace-temps comment se courber. Et cet espace-temps, qui est cette toile ici, elle va indiquer à la matière, mais aussi au rayonnement qui n'a pas de masse, comment se déplacer. Ça, c'est la théorie de la relativité générale. Alors en fait, elle peut aussi se décrire avec ce système d'équations, qui est simplement, sans rentrer dans les détails, c'est simplement que d'un côté, on a la géométrie de l'espace-temps, et qui est égal à le contenu en matière et en énergie dans notre univers. Alors, en fait, c'est un système d'équations, de 10 équations différentielles non linéaires, qui est pratiquement insoluble. Donc en fait, ce qu'ont fait les physiciens, c'est qu'ils ont mis des hypothèses pour simplifier un peu les calculs. Et donc la première hypothèse qui est légitime, c'est de se dire, on n'est pas au centre du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que nous, quand on observe l'univers, on l'observe d'une manière différente que si on était ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Et il postule que l'univers est homogène et isotrope. Alors l'homogénéité, c'est simplement que si on se déplace en haut, en bas, à gauche ou à droite, on a exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on ne verra pas la différence. Maintenant, l'isotropie, c'est que en fait, c'est en fonction de si on regarde dans une direction ou dans une autre, on ne verra pas de différence. Et donc, en supposant que notre univers est homogène, c'est-à-dire par translation, et isotropique par rotation, une invariance par rotation et par translation, c'est le principe cosmologique qui permet de résoudre les équations d'Einstein.
Donc c'est ce qui a été proposé par Friedman, Lemaitre, Robertson et Walker. Et puis la deuxième découverte, qui était pas très loin après, c'est en 1929, Hubble et Lemaitre ont montré que plus les distances des objets étaient loin, plus leur vitesse était importante. Et une façon d'interpréter cette relation, c'est de dire que l'univers il est en expansion. Alors qu'est-ce que c'est que l'univers est en expansion ? En fait, il faut s'imaginer que notre univers, imaginons qu'on est sur un univers en 2 dimensions. Donc on prend un ballon de baudruche et notre univers, c'est simplement la surface du ballon. Maintenant, on trace 2 points avec un marqueur sur la surface du ballon qui représente par exemple 2 galaxies. Puis on souffle dans le ballon, donc voilà, on gonfle le ballon. Et vous pouvez voir que quels que soient les endroits où vous avez mis les 2 croix sur le ballon, la distance entre les 2 croix va augmenter. Quel que soit l'endroit où vous avez mis. Ça, c'est typiquement un univers en expansion à 2D. Nous, on est en 3 dimensions. Et il faut imaginer que notre univers, il enfle comme ça en 3 dimensions. Et puis, en 1933, il y a une découverte fondamentale qui était la découverte de la matière noire. Donc, Fritz Zwicky a montré que les galaxies tournaient trop vite dans les amas. Donc, je vais vous expliquer ça. C'est ici, on a sur l'axe des abscisses, on a la distance par rapport au centre de la galaxie ici. Et on suppose que la matière correspond à la matière lumineuse. Et donc on s'attend, qui est la courbe orange, on s'attend à ce que les vitesses des étoiles, c'est de la physique newtonienne, que quand on commence à quitter, on est au bord du disque de la galaxie, les vitesses diminuent des objets autour de la galaxie, puisque la masse est concentrée là où c'est lumineux. Mais en fait, les observations, c'est la courbe verte. Et vous voyez que on a les vitesses des objets, plus on s'éloigne de la galaxie, leur vitesse ne diminue pas, mais en fait, elle augmente. Et donc, l'interprétation, c'est qu'en fait, il y a un halo de matière qu'on ne voit pas et qui fait qu'on ait cette dynamique. C'est une des hypothèses. En 1933, en fait, on était pendant la montée du nazisme, et puis après, il y a eu la guerre mondiale. Et en fait, toutes ces découvertes, elles ont été un peu mises aux oubliettes. Et il a fallu attendre les années 70 avec Vera Rubin, qui a observé la même chose avec les étoiles dans les galaxies, au lieu des galaxies dans les amas de galaxies. Et en fait, il y avait exactement le même phénomène. Donc l'interprétation, c'est qu'on a besoin de matière noire dans notre univers, à la fois au niveau des galaxies, mais aussi au niveau des amas de galaxies. Et cette matière noire, elle est de l'ordre de 3 à 10 fois plus importante que la matière stellaire, c'est-à-dire la matière des étoiles. Alors la matière noire, vous n'avez jamais vu ce que c'était que la matière noire. En fait, on ne la voit pas. Elle a les propriétés de la matière ordinaire, c'est-à-dire qu'elle est attractive, elle va attirer la matière, mais elle est noire, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, mais on pourrait aussi l'appeler transparente. En fait, on ne la voit pas. Alors, il y a un autre phénomène qui nous permet de montrer, qui utilise la propriété de matière noire et qui utilise les relations d'Einstein, c'est que par exemple, si on a un objet, donc ici c'est un quasar qui est situé très très loin, et donc nous on est ici sur Terre, en fait s'il y a un objet, s'il y a une galaxie très massive sur la ligne de visée entre l'objet qu'on observe et nous-mêmes, en fait, les rayons lumineux du quasar vont se déformer à proximité au moment où ils passent à côté de la galaxie très très massive. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir une sorte de mirage gravitationnel. Et en fait, vous voyez ici qu'on voit 4 fois le même objet. Mais en fait, c'est le même objet. C'est juste un mirage gravitationnel. Donc ça conforte à la fois la relativité générale et ça nous permet d'une manière indirecte de remonter la distribution de matière noire qui est entre des objets très lointains et nous, en utilisant cet effet de l'antillage gravitationnel. Et puis, en 98, il y a eu la découverte de l'expansion accélérée. Donc là, les cosmologistes ont utilisé les supernovas de type 1A, donc on utilise les propriétés d'explosion d'étoiles, et on s'est aperçu que les supernovas étaient moins lumineuses que ce qu'elles devraient être dans un univers simplement en expansion. Et donc, on est obligé d'introduire ce qu'on appelle... Donc, on est obligé de supposer on suppose que l'univers est en expansion accélérée, et c'est ce qui nous introduit la notion d'énergie noire. Donc l'énergie noire, ça veut dire que, au lieu d'être attractive comme la matière, elle est répulsive, ce qui fait que l'univers est en expansion accélérée, il va encore plus en plus vite, et on l'appelle noire. Comme la matière noire, en fait, on la voit pas, et elle est de nature inconnue, et on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est en 98. Ça a valu le prix Nobel aux 3 protagonistes, parce qu'il y avait 2 équipes concurrentes, donc Saul Permuter, Brian Schmidt et Adam Riess. Mais l'interprétation de cette énergie noire, en fait, ce serait plutôt l'interprétation de l'accélération cosmique. Donc,
effectivement, je vais vous en parler un petit peu après, cette énergie noire, on l'appelle constante cosmologique, c'est-à-dire que c'est une constante dans les équations d'Einstein, qu'on peut interpréter comme une constante d'intégration dans ces équations, mais que certains physiciens des particules aimeraient aussi interpréter comme l'énergie du vide, c'est-à-dire une énergie de base. On pourrait aussi dire que ce n'est pas une constante dans le temps, mais en fait qu'elle évolue dans le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 10 milliards d'années, elle ne valait pas la même quantité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle vaut beaucoup. Bon, elle ne valait pas beaucoup avant, mais peut-être qu'elle valait plus. Et il y a différents modèles qui permettent de faire des hypothèses d'évolution de cette matière noire, qu'on appelle les modèles de quintessence, K-essence, les modèles de Galiléon, etc. Et puis, toutes ces observations ou cette interprétation d'énergie noire, en fait, elle se place dans le cadre de la relativité générale. On peut très bien imaginer que si la relativité générale, ce n'est qu'une approximation à nos échelles à nous, mais qu'en fait, il faut un cadre beaucoup plus grand. Et donc, il y a des gravités, ce qu'on appelle des gravités modifiées, des lois de gravitation différentes, comme la gravité DGP, les théories tenseur-vecteur scalaire, ou ce qu'on appelle les théories F2R. Et si on se place dans le cadre de ces théories, on n'a plus besoin d'énergie noire, puisque l'énergie noire, c'est dans le cadre de la relativité générale. Et donc l'expansion cosmique, l'expansion accélérée de l'univers ne serait en fait juste parce qu'on n'utilise pas le bon cadre pour faire nos observations. Et voilà. Évidemment, ça ne se limite pas à ces trois grandes catégories. On peut aussi très bien imaginer que l'hypothèse qu'on a faite que notre univers était homogène et isotrope, elle ne soit pas bonne. Mais simplement, on en a besoin pour résoudre les équations de la relativité générale. Mais si on se place dans un univers non homogène, on peut peut-être avoir des propriétés différentes. On peut imaginer que notre univers, en fait, on vit dans 4 dimensions, mais on peut imaginer qu'on soit dans un univers à 10 dimensions. Et dans ce cas-là, il y a des théories qui permettent de montrer aussi les mêmes propriétés. Et puis, enfin, on peut ne pas exclure le fait qu'il y ait une nouvelle physique, et on cherche aussi éventuellement. Donc, en résumé, mon modèle cosmologique, c'est plein d'ingrédients. Donc, il y a une partie théorique, qui est la loi de la gravité, la loi de la relativité générale, enfin une loi de gravitation. Une hypothèse, l'univers homogène et isotrope. Et puis il y a les observations. Les observations, c'est que la matière ordinaire, étoiles, galaxies, nuages, etc., c'est 5% de notre univers en contenu énergétique. On a notre énergie noire qui permet d'expliquer notre expansion accélérée, c'est 68%, ce qui est énorme. Et puis on a cette matière noire qui représente 27% de notre univers en contenu énergétique. Il y a un autre paramètre dont je ne vous ai pas parlé, c'est la courbure de l'univers, mais avec les données de Planck, on est dans un univers plat. Donc j'en parlerai pas. Ce qui est important, c'est que la somme de toutes ces contributions soit égale à 1, puisqu'on est dans un univers plat. Donc dans ce modèle, dans cette description de l'histoire de l'univers, on démarre au Big Bang, qui est suivi par une période d'inflation, donc d'expansion très très rapide. Et là, juste à 380 000 ans après le Big Bang, on a ce qu'on appelle la recombinaison, le fond diffus cosmologique, qui sont les observations qu'on appelle CMB, observées par Planck. Et puis on a une phase qui ralentit, où là on a la formation des premières structures, la formation des galaxies, l'évolution des galaxies, la formation des systèmes stellaires. Et puis on a la deuxième phase d'accélération, qui est l'énergie noire, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes situés ici, là, à 14 milliards d'années après le Big Bang. Les deux choses que nous ne comprenons pas en cosmologie, c'est la première phase d'accélération qu'on appelle l'inflation, pendant l'univers primordial, et la deuxième phase d'accélération qu'on appelle l'énergie noire. Et d'autre part, on aimerait aussi, si possible, que les deux explications théoriques soient reliées, puisqu'on est dans le même univers. Alors, ce qui est extraordinaire pour l'énergie noire, c'est que, donc, je vous ai montré les observations avec les supernovas, et donc ici, nous sommes dans l'espace de contrainte des supernovas en fonction de oméga m, donc c'est oméga matière, c'est la densité de matière dans l'univers, en fonction de la densité d'énergie noire dans l'univers. Et donc on voit qu'avec les supernovas, on avait cette contrainte, 68% d'énergie noire et 32% de matière totale, c'est-à-dire les 27% de matière noire, plus les 5% de matière baryonique. Donc l'énergie noire, on l'appelle constante cosmologique, matière noire, on l'appelle CDM pour Cold Dark Matter en anglais. Et si maintenant on utilise par exemple d'autres observations, comme par exemple celle du CMB, en fait on voit qu'on obtient des contraintes qui sont exactement les mêmes que celles des supernovas. En tout cas, le maximum de vraisemblance est situé au même endroit. Et si maintenant on utilise les grandes structures de l'univers, dont je vais vous parler
maintenant, nous obtenons à nouveau les mêmes contraintes de ce modèle lambda-CDM. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le modèle de concordance. C'est-à-dire que quelles que soient les observations qu'on fait dans notre univers, quels que soient les objets qu'on utilise pour contraindre notre univers, en fait, on arrive toujours à ce même modèle lambda-CDM. Donc moi, dans la suite de mon exposé, je vais me focaliser sur le trait vert, c'est-à-dire les grandes structures de notre univers. Ce qui va me permettre de vous introduire les vides cosmiques. La structure de l'univers, en fait, elle est faite de filaments. On suppose qu'elle est homogène, mais en fait, on suppose que l'homogénéité, elle intervient à grande échelle. Mais en fait, quand on regarde à petite échelle, alors petite échelle, tout est relatif. Ici, on est de l'ordre de 150 mégaparsec, à peu près. Vous voyez qu'en fait, la matière, elle est distribuée selon des structures qu'on appelle des filaments. Les intersections des filaments, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Et puis, il y a des régions plus vides qu'on va appeler les vides cosmiques. Et en fait, ces filaments, c'est la distribution de matière noire. Et les galaxies, en fait, elles ont été attirées très tôt par la matière noire. On a besoin de matière noire très très tôt dans l'univers. Et nos galaxies ont été attirées par la matière noire. Et c'est ce qui a permis aussi d'assurer le fait qu'elles s'effondrent rapidement et qu'elles forment les galaxies. Et donc, on a cette structure. Donc, on a les points lumineux qui sont les galaxies. Et puis, les autres filaments, c'est vraiment la matière noire. On peut utiliser des simulations pour montrer comment a évolué notre univers. Donc tout au départ, là, quand on a un Z tout petit, enfin très grand, c'est pratiquement homogène. Et puis petit à petit, on a la formation des structures. Plus l'univers en fait évolue dans le temps. Et si on ne met pas de matière noire dès le début dans nos simulations, on n'obtient absolument pas les structures qu'on observe aujourd'hui grâce à nos télescopes. Donc la matière noire, on en a besoin en fait à toutes les échelles. Alors maintenant, comment se sont formés les vides cosmiques? Donc on a une image de l'univers, il y a très très longtemps, 380 000 ans après le Big Bang, qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Ce fond diffus cosmologique, en fait, il a la même température, quelle que soit la direction où on regarde dans notre univers. Et c'est une température, donc ce sont des photons qui sont là, qui sont issus de la recombinaison au moment du fond diffus de l'époque de la recombinaison, et qui valent aujourd'hui 3 degrés Kelvin. Donc c'est très froid et c'est très très homogène. Donc ça, par contre, c'est une preuve de l'homogénéité de notre univers. Si maintenant on regarde s'il y a des petites fluctuations, en fait, on va trouver des petites fluctuations. Et ces fluctuations, elles sont à une échelle de 10-5 Kelvin. Et dans ces fluctuations, on voit qu'il y a des régions où la température elle est un petit peu plus chaude et des régions où la température elle est un petit peu plus froide. Et c'est ce qui va permettre de faire la formation des structures cosmiques. Donc les points chauds, en fait, le gaz va s'effondrer gravitationnellement dans ces régions qui sont plus denses que la moyenne, c'est des régions de surdensité de matière, et c'est ce qui va donner naissance aux galaxies et aux amas de galaxies. Et puis il y a les points froids, qui sont les régions de sous-densité de matière, et c'est ce qui a probablement donné naissance aux vides cosmiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vide cosmique ? En fait, un vide cosmique, déjà, ce sont des régions qui sont vides en matière, en tout cas qui contiennent très peu de galaxies. Mais en fait, elles ne sont pas complètement vides. En fait, il y a quand même des galaxies dedans. Il n'y a pas... Enfin, après, je vais revenir dessus, mais ça dépend de la définition de vide. On peut avoir des définitions de vide cosmique qui vont avoir vraiment pas de galaxies dedans, mais ça va être des objets qui vont être tout petits. Mais globalement, nos vides cosmiques, ils sont entre 5 et 150 mégaparsec, et ce sont des objets où il y a des galaxies dedans, et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont une densité, par contre, très petite, qui est de l'ordre de 1/10 de la densité moyenne de l'univers. Et nos vides séparent les amas de galaxies et les filaments des uns des autres. Ou les filaments séparent les vides des uns des autres. En tout cas, les vides occuperaient probablement plus de 80% du volume de notre univers. Alors, comment on définit un vide cosmique ? Donc, il y a plusieurs algorithmes, mais tous nos algorithmes utilisent les distributions de galaxies. Donc, on part d'un catalogue de galaxies. Donc, ici, je vous ai montré des petits points. Donc, on est en 2 dimensions. Et puis, on va faire un pavage. Donc ici, on fait une décomposition de Voronoi, c'est-à-dire qu'on va définir dans l'espace tous les points qui sont le plus proches d'une galaxie. Donc par exemple, si je prends le polygone vert, ça veut dire que tous les points qui sont dans ce polygone vert, ils sont plus proches de la galaxie dans ce polygone que de n'importe quelle autre galaxie dans ce plan. Et pareil pour tous les pavages. Donc c'est pareil, le rouge, ça veut dire que tous les points dans cette polygone rouge, dans ce triangle, ils sont plus proches de la galaxie qui est dans le triangle rouge que de n'importe quelle autre galaxie dans ce plan.
Donc c'est ce qu'on fait un pavage. Ce qui veut dire que chaque cellule, on va définir comme ça des cellules, chaque cellule par définition n'a qu'une seule galaxie. Par contre, elle a une taille différente. Donc on peut le faire ça en 3 dimensions au lieu de le faire en 2 dimensions. Et on est capable de définir un volume et aussi une densité qui est simplement 1 sur le volume, puisqu'on n'a forcément qu'une galaxie dans notre volume. Et à partir de là, donc on va avoir plein de petites cellules avec une galaxie qui vont avoir des volumes ou des densités plus ou moins grandes. Et donc il y a une deuxième étape pour l'identification des vides, c'est on va faire ce qu'on appelle du watershed, c'est-à-dire on va faire comme des bassins d'eau, on va fusionner les bassins. Et donc, typiquement, si on va comparer les cellules, les densités de cellules les unes à côté des autres, si le mur entre 2 cellules est plus petit que les 2 bords, dans ce cas-là, on va merger les 2 bassins pour avoir une cellule plus grande. Et on va ainsi construire des régions sous densité de matière jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive à une limite de densité. Donc, globalement, voilà, ici, nous avons le profil d'un vide cosmique. Donc, je vous ai représenté ici, en abscisse, la distance par rapport au centre du vide. Ici, en 0, on est au centre du vide. Et plus on va augmenter en abscisse, plus on va s'éloigner du centre du vide. Et en ordonnée, c'est la densité de matière, moins 1. Et donc, on observe que quand on va s'éloigner, en fait, au centre du vide, on a une densité très très faible, de l'ordre de 20% de la densité moyenne de l'univers. Et puis, on va arriver sur le bord du vide à un rayon RV qui est le rayon typique. Là, ici, c'est une courbe renormalisée au rayon du vide. Donc, on a une sorte de mur au moment où on arrive sur le bord du vide. Et après, on redescend. Et quand on est situé à 3 fois la taille du rayon du vide, on est typiquement sur une densité moyenne de l'univers. Alors, en fait, il existe plusieurs définitions de vide cosmique qui dépendent de l'algorithme qu'on utilise pour les trouver. Là, je vous ai montré un algorithme. En fait, il y a beaucoup d'algorithmes. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises définitions de vide. En fait, les définitions de vide, ça va dépendre de quelle est l'application qu'on va en faire. Donc, il va y avoir des tests cosmologiques pour lesquels on va utiliser certains algorithmes de vide, et pour d'autres tests cosmologiques, on va utiliser d'autres algorithmes. Par exemple, il y a des algorithmes de vide qui sont basés sur une croissance d'une sphère, donc une sphère, et qui va s'arrêter jusqu'au moment où elle rencontre une densité plus importante. Mais en tout cas, quelle que soit la définition des vides cosmiques, par définition, ils contiennent très peu de matière. Et donc, si l'énergie noire existe, on s'attend à ce qu'elle domine l'évolution des vides. Et donc, les vides représentent un endroit pour tester la gravité très intéressante. Donc, la cosmologie avec les vides cosmiques. Donc, le premier test dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment extraire l'information des vides cosmiques en utilisant le test d'Alcock-Pazinski. Alors, le test d'Alcock-Pazinski, j'ai besoin de vous rappeler juste que quand on observe, ici on est l'observateur, on observe un objet, en fait quand on observe le ciel, on observe une position, donc ce qu'on appelle la White Ascension et la déclinaison, l'ascension droite et la déclinaison. Donc ça, c'est la position dans le ciel. Et puis, en fait, on a une troisième grandeur qu'on appelle le redshift, qui est une mesure de distance. Mais en fait, c'est pas une mesure exacte de distance, c'est juste le fait qu'on est dans un univers en expansion et que du coup, on a un décalage des raies spectrales. Nous, ce qui nous intéresse en cosmologie, c'est d'utiliser des distances. Mais on a un redshift. Et pour convertir notre position dans le ciel en distance, on a besoin d'introduire un modèle cosmologique. Donc le modèle cosmologique, c'est ce qu'on appelle oméga m, c'est la densité de matière dans l'univers, oméga lambda, c'est la quantité d'énergie noire, et oméga k, c'est la courbure qui vaut 1, enfin qui vaut 0. Si on met un modèle cosmologique et qu'on observe un objet qui est situé à z égale 1, ça veut dire qu'il est situé, cet objet, à peu près à 5,8 milliards d'années de nous. Mais si maintenant on se place dans un univers qui est fait que de matière, ben en fait ce même objet il ne serait pas situé à 6 milliards d'années-lumière de nous, il serait situé à 3,3 milliards d'années, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et si maintenant on considère qu'on a un univers qui soit rempli d'énergie noire sans matière, ce qui n'est pas le cas puisque vous êtes là avec moi, dans ce cas-là, cet objet serait situé à 28 milliards d'années-lumière. Donc on voit l'importance du modèle cosmologique pour en déduire la distance. Et donc en fait, il y a deux théoriciens, Alcock et Pazinski, qui ont proposé d'utiliser cette propriété pour justement mesurer les paramètres cosmologiques de notre univers
oméga M, oméga lambda, oméga K. Donc, le test cosmologique, il a été proposé en 1979, et en fait, le principe, il est assez simple. On se met dans notre espace réel, et on suppose qu'on a un objet sphérique, là, une grosse boule. Une grosse boule, ça veut dire que la dimension transverse est égale à la dimension longitudinale. Mais nous, on ne l'observe pas dans l'espace réel, on l'observe dans l'espace redshift, c'est-à-dire avec des angles et un redshift. Et donc, je mets déjà une cosmologie pour le transformer dans cet espace observable, qui est en fait la cosmologie vraie, c'est-à-dire la cosmologie qui est dans mon univers. Moi, j'observe cet objet-là, cette patate, et donc je vais, imaginons que pour le reconvertir dans mon espace réel, je mette la vraie cosmologie. À ce moment-là, si je mets la vraie cosmologie, je retrouve une symétrie sphérique. Si maintenant je me trompe de cosmologie, que je ne mets pas exactement le bon oméga M ou le bon oméga lambda, dans ce cas-là, je vais reconstruire un objet qui est un petit peu difforme, mais qui ne sera pas sphérique. Et l'écart à la sphéricité va me renseigner sur le fait que je me suis trompé dans mes paramètres cosmologiques. Je ne connais pas la vraie cosmologie, mais ce que je sais, c'est que si je mets la bonne, je dois retrouver un objet sphérique. Et donc ça, c'est le test d'Alcock-Pazinski. C'est simplement d'utiliser le fait qu'on va utiliser un objet ou un système d'objets qu'on sait sphérique. Il faut que par définition, il soit sphérique. Et on va essayer de le retrouver sphérique pour contraindre les paramètres cosmologiques. Donc, d'un point de vue mathématique, en fait, la distance transverse, elle est proportionnelle à la distance de diamètre angulaire dA2Z, et la distance longitudinale, elle est proportionnelle à H2Z, qui est le paramètre de Hubble. Et donc, si on est en symétrie sphérique, du coup, ça nous permet de contraindre la combinaison dA2Z, H2Z. La première personne qui a proposé d'utiliser les vides cosmiques pour le test d'Alcock-Pazinski, c'est Barbara Ryden, en 1995, ce qui était très précurseur. Donc elle a essayé d'utiliser les vides cosmiques, mais il faut voir qu'à l'époque, en 1995, les sondages de galaxies, il n'y avait pas beaucoup de galaxies qui étaient relevées, c'était d'autant plus difficile d'obtenir des vides. En tout cas, ils n'étaient pas très bien définis. Ils étaient définis avec 10 galaxies. Et puis, aujourd'hui, de toute façon, même si on essaye de regarder les vides, à part si on prend des vides sphériques, mais en fait, ça n'a pas de sens ici de prendre les vides sphériques parce qu'ils seront reconstruits sphériques dans l'espace des redshifts, alors que nous, on les veut dans l'espace réel. Donc on va utiliser d'autres algorithmes qui sont par exemple ceux que je vous ai montrés avec la tessellation de Voronoi. Mais dans ce cas précis, les vides n'ont pas spécifiquement de taille. Ils n'ont pas de raison d'être sphériques en fait, ils ont n'importe quelle taille. Donc c'est impossible d'utiliser les vides pour faire Alcock-Pazinski. Et en fait, il y a une astuce qui a été proposée en 2012 par Lavaux et Van Dolt, qui viennent de l'IAP, qui était de dire ok, bon, les vides, ils ne sont pas sphériques, mais ils ont probablement une direction privilégiée, par exemple vers le haut. Mais si je prends un autre vide, il va avoir une autre direction privilégiée. Mais si je suis dans un univers homogène et isotrope, eh ben, dans ce cas-là, en moyenne, mes vides, ils ne doivent pas avoir de direction privilégiée. Donc si j'empile beaucoup de vides, si j'attaque par une approche statistique, à ce moment-là, je dois avoir un objet à peu près à symétrie sphérique avec le principe d'homogénéité et d'isotropie. Donc il y a une première équipe qui a testé ce test en 2014, Sutter et al. Et ils ont essayé effectivement de mesurer l'écart par rapport à lambda CDM, par rapport à notre modèle cosmologique, qui est la ligne horizontale, c'est renormalisé à lambda CDM. Et on voit que les barres d'erreur, elles sont grandes, mais qu'on pourrait être capable, par exemple, de discriminer si notre univers il est fait que de matière ou que d'énergie. Les barres d'erreur sont grandes et en fait ce test a un deuxième inconvénient, c'est qu'il suppose que nos vides, il est défini par des galaxies et on suppose que les galaxies elles n'ont pas de vitesse. Et en fait ces vitesses elles existent et elles vont perturber notre signal Alcock-Pazinski et donc on est obligé d'en tenir compte. Donc ce qui me permet d'introduire un deuxième test cosmologique avec les vides cosmiques, ce qu'on appelle les distorsions de l'espace redshift ou l'effet des vitesses propres. Alors, l'effet des vitesses propres, c'est que quand on a un observateur sur Terre, on va observer une galaxie. Et on va mesurer son redshift, ce qu'on appelle le redshift de Hubble dû à l'expansion. C'est le fait que la galaxie qu'on observe, en fait, elle est dans cet univers qui s'étend, et donc elle subit l'expansion, et donc le photon qu'elle envoie, sa lumière, elle nous arrive avec un redshift.
Mais cette galaxie, elle peut aussi avoir une vitesse propre. Et dans ce cas-là, ça va perturber, ça va avoir une contribution dans la mesure de notre redshift ici, qui est simplement la contribution de la projection de la vitesse propre sur l'axe de visée, selon la ligne de visée. Cette contribution du redshift, c'est dû au redshift Doppler. C'est juste un effet Doppler dû à la vitesse propre de la galaxie. Mais ça veut dire que dans ce cas précis, quand on va mesurer le redshift de notre galaxie, on va croire qu'elle est plus près de nous. Parce qu'en fait, on a un Z, on a une contribution qui est plus petite. Donc en fait, ça va fausser. Ça veut dire que quand on va utiliser les redshifts pour en déduire des distances, on va se tromper d'un petit facteur. Alors, elles sont dues à quoi ces vitesses ? En fait, il y a un premier type de vitesse qui sont ce qu'on appelle l'effet Finger of God, qui est simplement le fait que tous les objets dans l'espace, ils ont des vitesses aléatoires. Ça peut être à droite, à gauche. Ce sont des effets à petite échelle, mais voilà, c'est le fait que, par exemple, nous, on se rapproche d'Andromède. Et puis, on a un effet plus global qu'on appelle l'effet Kaiser. L'effet Kaiser, c'est le fait que... Donc, il intervient sur des plus grandes échelles, et c'est le fait que les galaxies ont un mouvement cohérent entre elles, et c'est le fait qu'elles tombent gravitationnellement sur des structures massives. Donc, par exemple, ici, je vous ai montré l'illustration d'un sondage de galaxies. Donc, en fait, nous, le point observé, on est en bas, et puis on observe toutes nos galaxies ici qui sont ramassées sur un plan, et on voit les structures. Ça, c'est une image du télescope Sloan. Et ce qui va se passer, c'est que les galaxies, en fait, on voit ici qu'il y a un mur. En fait, ce mur, c'est une structure massive. Et donc, les galaxies qui sont entre cette structure et nous, en fait, elles vont être attirées par la structure. Donc, elles vont avoir une vitesse vers cette structure, ce qui veut dire que leur redshift, il va être un peu plus grand que celui qui correspond vraiment à leur position. Et les galaxies qui sont situées au-delà du mur, elles vont être attirées par cette grosse masse, et donc elles vont se diriger vers cette grosse masse, et elles vont avoir un redshift plus petit. Et donc non seulement sur cette carte on voit la structure, mais en fait cette structure, en fait, elle est accentuée d'autant plus par l'effet des vitesses cohérentes d'attraction gravitationnelle. Donc ça nous embête, mais en même temps, ce qui est super intéressant, c'est que cette information, en fait, ces vitesses portent l'information gravitationnelle des structures, et en particulier, si on mesure le taux de croissance des structures F de Z, ce taux de croissance, en fait, qui caractérise la rapidité à laquelle les structures vont grandir, il est proportionnel à oméga m puissance gamma. Oméga m, c'est la densité de matière dans l'univers, et gamma, c'est un paramètre qui, dans le cadre de la relativité générale, vaut 0,55. Donc, on peut mesurer le taux de croissance des structures avec les vides cosmiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on va mesurer F de Z. Si on mesure si on mesure oméga m, si on mesure un écart par rapport à cette valeur gamma qui vaut 0,55, ça veut dire qu'on est en train de mettre en évidence une déviation par rapport aux lois de la relativité générale. Si on remesure 0,55, on confirme la loi de la relativité générale. Donc c'est un test puissant qui permet de tester les modifications de la gravité. Donc ici, on est capable, on définit des vides à partir de notre relevé de galaxies, et puis on calcule ce qu'on appelle une fonction de corrélation, qui est la fonction de corrélation entre les vides et les galaxies. Et donc on observe ici à gauche, c'est le profil de densité dont je vous ai montré. En fait, c'est le premier ordre de la fonction de corrélation. C'est exactement le profil de densité de notre vide cosmique. Et à droite, c'est le deuxième ordre. Et en fait, cette courbe est sensible au mouvement propre des galaxies, à l'effet de distorsion des redshifts. Et en faisant une combinaison linéaire entre ces deux courbes, en fait, on obtient une mesure de F sigma 8, de F de Z. Donc, c'est ce qu'on a fait sur les données IBOS de SDSS. Donc, on avait 10 000 vides. Et donc là, on a le taux de croissance des structures, donc le F de Z, la mesure de F de Z, en fonction du redshift, c'est-à-dire pour en fait plein de sondages. Là, c'est un ensemble de relevés. Donc l'idée, c'est de voir s'il y a une déviation par rapport à la relativité générale, qui est le trait plein qui parcourt le diagramme de gauche à droite. On a des barres d'erreur importantes pour l'instant. Tous les points avec des ronds, ce sont les mesures qui sont faites avec des vides cosmiques dans différents sondages. Les autres points, ce sont les points qui sont faits avec les mesures traditionnelles en utilisant les galaxies. Et donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, les mesures qui sont faites avec les vides cosmiques, elles sont complémentaires des mesures qui sont faites avec les galaxies.
Nous, on a travaillé, mon équipe et moi-même, on a travaillé sur les points orange, là, les 3 points orange. Donc on a fait 3 mesures de la mesure du taux de croissance des structures à 3 Z différents avec le même sondage, SDSS. Et effectivement, on est compatible pour l'instant avec la relativité générale. Mais par contre, on a encore des barres d'erreur qui sont importantes. Il faut voir que donc, cette mesure a été faite avec 10 000 vides. En fait, on a 3 000 vides pour chaque point. Les galaxies, eux, on est sur des sondages à plusieurs millions de galaxies. Donc, en fait, on a besoin de la nouvelle génération de sondages de galaxies pour pouvoir amener la cosmologie des vides à un niveau compétitif. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que on a déjà des contraintes intéressantes avec les vides cosmiques. Donc, il nous faut des sondages de future génération. Les sondages de future génération, ça me permet de vous introduire la mission Euclide. Alors, avant de vous parler d'Euclide, je voudrais juste vous faire un petit rappel. L'étude des grandes structures de l'univers, voilà, où en était l'état de l'art en 1989, c'est pour ça que c'est une science très neuve. En 89, ici, on a le sondage de galaxies CFA, qui a été le premier relevé systématique des galaxies, et on a à peu près 1000 galaxies. On voit déjà qu'il y a déjà des premières structures. On voit un petit bonhomme à 4 bras, si vous voyez bien au centre. Et en tout cas, il a montré qu'à une distance inférieure à 200 mégaparsecs, on était encore très hétérogène, et on a l'homogénéité au-delà. 15 ans plus tard, on a le relevé tout degré field Galaxy Redshift Survey, qui mesure 250 000 galaxies sur 1500 degrés carrés. Donc, c'est 5% du ciel. Mais on arrive à 250 000 galaxies. Ça, c'est 2005. Et puis, en fait, je peux vous montrer ici, c'est le nombre de galaxies qui sont relevées par les différents sondages au cours des années. Et on voit, en gros, on a une loi de puissance. On voit que tous les 10 ans, on a des observations de 10 fois plus d'objets, globalement. Donc, dans les années 80, on était à 1000. Puis après, on est passé à 10-20 000. Et puis, 10 ans après, on est passé à 200 000. Et puis, aujourd'hui, dans les années 10, 20, là, on a fini les sondages aux millions de galaxies. Et là, maintenant, les années 20, on commence les relevés. Donc, il y a DAISY avec 37 millions de galaxies et Euclide avec 50 millions de galaxies. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est ce qu'on appelle les sondages de Stage 4, d'étape 4, qui sont la nouvelle génération des sondages cosmologiques. Moi, je vais vous parler d'Euclide. Euclide, c'est une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA. Et en fait, à bord d'Euclide, il y a 2 instruments, qui est l'instrument NISP et l'instrument VISE. Donc, l'instrument NISP, en fait, c'est un photospectromètre dans l'infrarouge, qui est la caméra la plus grande jamais lancée dans l'espace, avec cette précision. Et il y a un plan focal ici, qui contient 16 détecteurs infrarouges, qui sont en fait livrés par la NASA, mais qui ont été caractérisés ici en France, et toute la construction et la qualification de l'instrument ont été faites en France. Et puis il y a l'instrument VISE, qui est un imageur dans le visible, avec un plan focal qui contient 36 CCD, c'est-à-dire avec 600 millions de pixels. Donc c'est la plus grande caméra après Gaïa qui soit lancée dans l'espace. Et pour vous montrer, pour vous illustrer comment elle est précise, depuis Marseille, sa précision lui permettrait de détecter une mouche posée sur un ballon de foot à Paris. Donc c'est juste incroyable. Et pareil, il y a une grosse contribution française, même si la maîtrise d'œuvre était anglaise. Il y a le CEA qui était beaucoup impliqué dessus. Toutes ces données, elles vont être rapatriées, puisqu'on a un satellite, donc elles vont être rapatriées sur Terre, et elles vont être traitées par un ensemble de 9 centres de données, répartis en Europe. Et le centre de données français, voilà, c'est celui-là, c'est le centre de calcul de Lyon, de l'IN2P3. Ça va nous permettre de gérer plus de 170 millions de gigaoctets de données. La France en traitera 30%. Il y a beaucoup de code à écrire, et la France est impliquée sur une grosse partie du traitement des données du segment sol d'Euclide. Alors, comment nous parviennent ces données? Comment nous parviennent les images du satellite Euclide? Comment pouvons-nous extraire les paramètres de l'énergie noire et de l'énergie sombre et de la matière sombre à partir de ces observations? En fait, on vient d'éditer une série de 17 vidéos qui vont expliquer les différentes phases du traitement des données, de la simulation jusqu'à l'exploitation scientifique. Donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. On diffuse une vidéo toutes les semaines, on en est à la 2e, donc vendredi prochain on aura la 3e. Voilà, vous pourrez retrouver l'information.
Les objectifs scientifiques d'Euclide, c'est qu'on a 2 sondes primaires. En fait, Euclide, c'est une mission dédiée, c'est une mission de l'ESA, mais qui est dédiée à la compréhension de la matière noire et de l'énergie noire. Donc, elle peut faire d'autres choses, mais son objectif principal, c'est celui-là. Donc, le premier objectif, c'est ce qu'on appelle le galaxy clustering et les vides, donc c'est-à-dire utiliser la distribution des galaxies. Donc, ça, c'est grâce à l'instrument NISP. L'instrument NISP va mesurer la position des galaxies, il va mesurer son redshift, et donc on va en déduire une distribution en 3 dimensions dans l'espace. Et ça va nous permettre de comprendre la nature de l'énergie noire ou de mettre en évidence les modifications de la gravité, comme je vous ai montré. Il y a une deuxième sonde primaire qui est ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel, un peu les mirages gravitationnels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est grâce à l'instrument VISE. L'instrument VISE va permettre de mesurer avec une excellente précision les déformations des galaxies. Et cette déformation de galaxies, comme je vous ai montré tout à l'heure, la lumière elle est déviée quand on passe à côté de matière noire. Et donc, la mesure de ces déformations de la forme des galaxies va nous permettre de remonter à la distribution de matière noire dans l'univers. Donc, ces 2 sondes sont complémentaires. Mais en fait, Euclide permet de faire beaucoup d'autres choses. Donc, on peut aussi faire la science avec ce qu'on appelle les amas de galaxies. On peut faire de la corrélation avec le fond diffus cosmologique. On peut faire des études de l'anti-âge fort, et puis on peut faire beaucoup de théories. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle la legacy science, c'est-à-dire toute la science qui n'est pas dans l'objectif primaire d'Euclide, mais qui a toute sa place. Et donc en particulier, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont travailler sur l'univers local, c'est-à-dire l'univers proche. L'univers primordial, c'est l'univers très lointain, à très grand redshift, sur la Voie lactée, sur l'évolution des galaxies, sur les supernovas et les phénomènes transitoires, sur le système solaire ou les exoplanètes. Donc le relevé Euclide, Euclide sera lancé au point L2, au point de Lagrange L2. Il va en fait faire un scan du ciel avec des champs de 0,5 degrés carrés. Et il va faire un relevé de 15 000 degrés carrés. 15 000 degrés carrés, c'est à peu près tout le ciel. Le ciel entier, en fait, c'est 36 000, je crois. Mais si on enlève le plan galactique sur lequel on ne peut pas observer au-delà de la galaxie, du coup, le ciel observable, en fait, c'est à peu près 15 000 ou 20 000 degrés carrés. Et on va observer dans le visible et dans l'infrarouge, et donc on va faire un scan du ciel. Ici, vous avez les différentes régions de l'espace qui seront observées par Euclide en fonction de l'année. Donc c'est une mission qui va durer 6 ans, donc voilà, de 1 à 6 ans. Et ce relevé, il va comprendre 30 000 champs d'observation de 0,5 degrés carrés. Et pour chaque champ d'observation, donc là ce sont des vignettes, en fait on observe beaucoup plus d'objets que ça, mais on va observer avec le VISE, on va observer dans une bande dans le visible. Dans l'infrarouge, on a 3 bandes photométriques. Donc on va obtenir 4 images des galaxies dans le visible et l'infrarouge. Et ça, on va obtenir 2 milliards d'objets avec cette méthode. Et ça, c'est pour ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel. Et avec le NISP, la partie spectro du NISP, on va obtenir le spectre de 50 millions de galaxies sur tout le ciel. Donc c'est énorme. Alors le statut de la mission, on a eu les derniers tests du payload module, donc en fait c'est tout neuf. Donc là tout le satellite, le corps du satellite est à Thales à Cannes. Il y a eu les derniers tests qui ont été faits le mois dernier aux conditions d'espace, donc c'est ce qu'on appelle les tests de vide thermique. Donc tous les systèmes ont été entièrement testés. Euclide est prêt pour le lancement. Les instruments ils ont été livrés il y a 2 ans maintenant. Alors, pour la petite histoire du lancement, en fait, le lancement, il était prévu en 2023 avec le lanceur Soyouz, qui est un lanceur russe. Donc, vu la situation qui s'est passée en Ukraine, en fait, le contrat a été rompu avec l'agence russe au printemps 2022. Donc, on avait un backup qui était Ariane. Donc, du coup, Ariane 6 est devenu notre lanceur officiel pour lancer Euclide. Le problème, c'est qu'Ariane 6, en fait, Ariane 5 vient juste de se terminer, donc Ariane 6, il n'y a pas encore eu les premiers tirs de qualification. Et pour que l'ESA accepte qu'une mission scientifique parte avec Ariane 6, il nous faut au moins 2 tirs réussis d'Ariane 6. Donc les premiers tirs d'Ariane 6 auront lieu en 2023, mais ce qui veut dire que le lancement d'Euclide, du coup, il ne sera pas prévu avant 2024 ou 2025, en sachant que tout est prêt aujourd'hui pour être lancé. Et donc là, le mois dernier, en fait, il y a eu des négociations avec SpaceX, et on a obtenu l'accord de l'ESA pour que Euclide soit lancé avec un Falcon 9 de SpaceX, et du coup, on partirait en juillet 2023. Donc, normalement, vous devriez en entendre parler beaucoup à partir de maintenant.
Alors Euclide, donc avec un lancement prévu en 2023, voilà, on aura le satellite ici. Il faut voir que c'est une collaboration internationale. Il y a plus de 17 pays et il y a plus de 1500 personnes. C'est un consortium énorme. La France en a le leadership scientifique, c'est-à-dire que le PI et le co-PI sont français, ils sont à l'IAP. Et donc quand on sera lancé, on aura 6 mois de recettes en vol et de préparation pour vérifier que tous les instruments marchent. Et puis après, on aura 6 ans de mission autour du point de Lagrange L2 Terre-Soleil. Donc en conclusion, voilà, Euclide va nous permettre d'obtenir 50 millions de galaxies spectroscopiquement, des milliards d'objets en imagerie, et on peut s'attendre à peu près à 800 000 vides cosmiques, donc ce qui est énorme. Et là, on va pouvoir, j'espère, amener la science des vides cosmiques à un niveau de précision important. En tout cas, ce que tout le monde espère, c'est qu'avec Euclide, soit on conforte le modèle lambda-CDM, soit on met en évidence le fait que la gravité, il faut d'autres lois de la gravitation. Et donc finalement, ma conclusion, j'espère vous avoir montré que l'univers semble très bien décrit par lambda-CDM, mais en fait, on n'en comprend que 5% de son contenu. Il y a toujours 95% qu'on ne comprend pas dans le cadre de la relativité générale. D'un point de vue observationnel, la cosmologie est entrée dans une ère de précision où dorénavant on arrive au pourcent. Et les relevés dédiés à la cosmologie comme Euclide en 2023 promettent des belles choses et peut-être mettre en évidence quelque chose de nouveau ou une nouvelle physique. Et les vides cosmiques apparaissent dans ce contexte comme des objets très prometteurs pour contraindre nos modèles cosmologiques. Voilà, pour finir, vous avez un stand Euclide donc en haut, au premier étage, qui est le stand Euclide France, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter un petit peu plus. Merci beaucoup.